Green Arrow contre Parallax, on sauve la Markovie et on trouve des chats magiciens. Bref, bienvenue dans DC Vu d'ailleurs. Oui, bienvenue dans ce 4e épisode déjà de DC Vu d'ailleurs. 4 épisodes à la suite, on ne s'est pas arrêté, c'est très bien. Et on continue avec un petit peu la même équipe puisqu'on a Nico. Bonjour Nico. Salut. Sofiane. Bonjour Sofiane. Hello. Et Midnighter. Bonjour Midnighter. Salut tout le monde. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Oui, très bien. Très. C'est nickel, si tout le monde va bien. Moi, je vous dis juste, j'ai un petit mal de tête, mais bon, voilà, ça va se faire, ça va se passer. Quand même, on va commencer par un petit message de service. Il y a quelques numéros qu'on n'a pas pu lire cette semaine, parce que il y en avait beaucoup des numéros cette semaine. Donc désolé pour tous les fans de Static, on n'a pas pu lire le numéro 6 de Static Shadows of Dakota, et désolé aussi pour les fans de la Doom Patrol, on n'a pas pu lire le numéro 6 de Unstoppable Doom Patrol. Voilà, on avait un truc avec les numéros 6, c'est le chiffre qu'on n'aime pas. Voilà. Et donc du coup, maintenant que ce petit message de service est fait et que tout le monde va à peu près bien, on va passer donc à cet épisode. Cet épisode où nous allons voir donc ce qui est sorti en gros vers le 26 septembre en comics chez DC. Et on va commencer avec un gros numéro quand même, mine de rien, puisqu'on va commencer avec une série qui est assez attendue. Et on va commencer avec Detective Comics, le numéro 1074 quand même. Et pour en parler, j'ai envie de commencer avec toi, Midnighter, puisque c'est toi que j'ai mentionné en dernier quand j'ai dit bonjour. Alors, Detective Comics, donc par Ramvi, qui en France est sorti sous le nom de Gotham Nocturne. Là, on commence du coup un nouvel arc, parce que la famille Orgam a réussi à lancer sa machine. Une espèce de machine permettant d'effacer des gens l'existence de Batman. En sachant que de son côté, Batman a été infecté par un Asmer, à savoir une sorte de démon. Et là, on voit vraiment son combat contre ce démon, principalement. Déjà, on a eu Dustin Nguyen qui, au dessin, pour moi, de base, c'est un carton plein parce que Dustin Nguyen, voilà. C'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu sur une série un peu régulière, même si on l'avait vu sur la série avec Jeff Lemire, Robin et Batman. Il y a des compositions de pages que j'ai vraiment trouvées très belles dans ce numéro. Surtout, après, moi, c'est toujours mon détail que j'aime beaucoup, mais de voir comment la cape de Batman est dessinée, c'est aussi très bien. Plus, c'est peut-être un Batman violent, mais j'ai pas l'impression qu'on est dans le out of character, puisque là, c'est vraiment très bien justifié et expliqué. Oui, puisqu'il est pas lui-même, justement. C'est ça, il est pas du tout lui-même. Après, aussi, mon ultime gros coup de cœur, ça a été l'histoire backup qui se focus sur l'homme aux 10 yeux. Écrit toujours par Dan Waters, qui a écrit la très bonne mini-série Arkham City, The Order of the World, où il y avait notamment le personnage principal, où lui aussi s'aperçoit tout doucement que des choses disparaissent du cerveau des gens. Et c'est vraiment un personnage que je trouve très intéressant dans la façon dont il est écrit. Et pareil, il y a vraiment des pages qui sont extrêmement bien découpées et mises en scène. Donc pour moi, Detective Comics, ça reste vraiment la grosse série Batman chez moi. Nico, puisque j'ai entendu les mots Ramvi et que je sais que chez toi, ça marche bien. Oui, je confirme, ça marche aussi pour Detective Comics. Moi, ce que j'adore dans la série, c'est l'ambiance un peu mystérieuse, pas très facilement définissable. Donc dans cet épisode, on y a droit aussi. Et je trouve que l'histoire en elle-même était intéressante de revenir, de voir Batman qui se bat face au démon et qui retourne sur des endroits clés de sa vie. Bon, il y a l'endroit classique qui est Crime Alley, mais les autres sont un peu plus originales, je trouvais. Donc ça changeait.
Et par contre, moi, contrairement à Midnighter, Dustin Nguyen s'est jamais gagné avec moi. En général, j'aime pas ce qu'il fait, mais dans ce cas-ci, ça passait bien. J'ai bien aimé sa représentation de Batman, ce Batman un peu créature fantastique. Oui. Ça marchait à fond sur moi. Voilà. Et toi, Sofiane? Moi, j'ai beaucoup aimé. Pareil, moi, déjà, Ramvi, de base, j'aime beaucoup, de toute façon. Et j'ai particulièrement suivi, du coup, son run sur Detective Comics. Et du coup, c'est du Ramvi, donc c'est verbeux, mais c'est verbeux avec talent. C'est bien fait, c'est de la littérature. Vraiment, on est sur de la littérature avec Ramvi. Et c'est assez intéressant ce qu'il fait là. Il donne lui-même, de toute façon, son inspiration par rapport à ce numéro. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un des personnages qui parle d'un film qui s'appelle The Swimmer. Oui. Et clairement, on retrouve un peu, effectivement, c'est un vieux film dans lequel le protagoniste, en fait, rentre chez lui en passant de piscine en piscine et en revivant des souvenirs de sa vie, en fait, et devient de plus en plus triste au fil du film. Et c'est un peu ce qu'on a ici. On a ce Batman qui va se confronter à différents souvenirs, à différents personnages de son entourage. Et un truc que je trouve assez fou pour le coup quand même, c'est Ramvi arrive à réintégrer un personnage dont on n'a pas forcément très bon souvenir, qui n'est autre que Barbatos, quand même. Oui. Et il le fait plutôt pas mal, il le fait plutôt bien. Et j'aime beaucoup. En plus, visuellement, de toute façon, tous les numéros sont splendides. Enfin, on a eu ça, voilà, du Nguyen, du Ivan Reis, enfin, que des bons de toute manière sur Détective. Toutes les covers sont incroyables. Toutes les covers mériteraient d'être des posters géants dans une pièce. Et donc, non, j'aime beaucoup, vraiment, je suis curieux de voir où ça va. Puis tout ce délire, le fait d'avoir rallié des personnages, enfin, je veux pas trop en dire, mais de rallier des personnages qu'on connaît bien au Orgam, voilà, sans en dire plus. Mais il est en train de créer toute une mythologie que je trouve vraiment intéressante pour le coup. C'est ça, bah moi, en fait, au début de ce run, toute cette création et tout ça m'avait un peu perdu, je l'avoue clairement. Mais justement, ça commence un peu à me gagner. Voilà. Là, ce numéro-ci, par exemple, je l'ai beaucoup apprécié. Peut-être parce qu'on est moins sur la mise en place et qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, peut-être dans l'action, quoi. Donc du coup, bah, moi, je suis un peu moins élogieux parce que je suis pas là depuis... Enfin, je suis pas un fan depuis le début, comme vous, j'imagine. Mais franchement, oui, ça reste très très bon. Encore une fois, moi, dès le début, j'ai commencé à voir Barbatos, moi j'ai commencé à soupirer et des trucs comme ça. Et en effet, il réussit à faire un truc assez bon avec Barbatos, et quelque chose... Enfin, moi, Barbatos, ça a jamais été vraiment ma tasse de thé. Pour ceux qui connaissent pas, Barbatos, c'est un démon chauve-souris. Voilà, donc on l'a lié à Batman un peu il y a quelques temps. Et bah là, franchement, ça va, ça commence à être vraiment bien. Et là, surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté, en fait, on voit de l'extérieur cette créature qui n'est plus Batman, qui est en fait ce qu'on pourrait penser est Batman de base. Et de l'autre côté, l'intérieur, en fait, le combat interne de Bruce, et en fait, justement, les souvenirs avec les différentes personnes et tout ça. Et ça, c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Sur un run où je suis pas encore totalement convaincu, mais je trouve que c'est sur la bonne voie. Voilà. C'est pour ça que je me suis laissé pour la fin. Après, je pense qu'on sera d'accord que c'est déjà mieux que ce que fait Zdarsky de son côté. Oui, non, clairement. Mais, oui, clairement. Mais pour moi, ça fait quelque temps que Batman n'est plus la locomotive que c'était en termes de qualité. Oui. Depuis que Tom King est parti de la série principale. C'est pas faux. Mais d'un autre côté, cette qualité, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est partie sur un autre personnage, sur d'autres titres ? Bref, vous l'aurez compris, je vais parler d'Action Comics 1057. Alors, comment on résume ça ? On a donc Clark Kent. Enfin, on commence sur un super... J'adore la scène de départ, en fait, avec Superman, du coup. Oui. On nous rejoue un peu cette photo ultra connue des ouvriers sur la poutre métallique au-dessus de Metropolis, cette fois, et pas de New York. Et bon, c'est un petit passage qui est super sympa, qui caractérise bien Superman pour ce qu'on aime du personnage. Et donc, il va être rappelé, Clark Kent arrive
Daily Planet, et il va apprendre qu'il a l'occasion d'interviewer quelqu'un, le leader, à ce moment-là, en tout cas de ce qu'on sait, d'un groupe qui s'appelle, je me souviens plus le nom exact. Blue Earth. La Terre Bleue. Ouais. La Terre Bleue, ouais, c'est ça, Blue Earth. Qui est un groupe, en fait, qui prône, qui est un groupe carrément anti-extraterrestre. C'est le Rassemblement National version on n'aime pas les extraterrestres. C'est ça, et c'est Cerberus dans Mass Effect pour... Voilà. Et donc il est un peu étonné sur le coup, ils hésitent un peu à faire l'interview, en mode est-ce que c'est pas, enfin par les deux, est-ce que c'est une bonne idée, mais en même temps si les autres le font, ils le feront moins bien. Et il va découvrir que le leader en question n'est autre qu'une jeune femme, une jeune femme qui arrive au bureau, et on va avoir cet échange entre les deux. Oui. Et je sais pas si je dis ce qui se passe à la fin. On peut dire que ça fait référence à un vieux film Superman. Voilà, exactement. Très très bonne façon de le dire, voilà. On va avoir une référence à un vieux film de Superman, effectivement, de l'époque de Christopher Reeve. Oui. Et en gros, on sait que voilà, on sait pas avec Donner. Ouais, on sait que ce groupe veut vraiment, veut du mal aux extraterrestres et entre autres à Superman, et le groupe cache un secret. Oui, clairement. Un secret qui nous est d'autant plus montré parce que apparemment Clark semblerait, enfin, il la reconnaîtrait un peu, enfin, elle lui dit quelque chose, enfin, oui. Ça a l'air encore compliqué. Voilà. Ouais. Et du coup, on a comment ? Alors après, il y a aussi deux autres histoires dans le numéro. On en parlera vite fait aussi. Mais donc évidemment, c'est Philip Kennedy Johnson à l'écriture, Sandoval au dessin. Visuellement, superbe. Vraiment. J'aime beaucoup l'aspect graphique. Et en termes d'écriture, j'adore. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs numéros cette semaine qui ont ce côté vraiment d'allégorie de ce qui se passe dans la vraie vie avec des histoires de racisme, choses comme ça. Et pour moi, c'est le mieux fait, en fait, tout simplement. C'est vraiment celui qui y parvient le mieux, qui prend en contexte le monde dans lequel ça se déroule. Et c'est vraiment celui qui est fait le plus intelligemment, j'ai trouvé, en tout cas pour ma part, dans les numéros de cette semaine. Il faut dire aussi que la Terre Bleue ou Blue Earth semble, enfin c'est quand même un groupe qui est mis en avant depuis. On sent qu'on nous prépare un gros truc. Oui, ça fait quand même maintenant, ça va faire 10 numéros presque. Ouais. Et quand tu mets en commun avec d'autres numéros, tout ça, clairement, il nous prépare un gros event sur la haine des super-héros et des extraterrestres. Tu sens qu'il y a un gros truc qu'ils sont en train de préparer en coulisses. Oui, c'est sûr qu'on a un gros event Superman qui se prépare pour l'année prochaine. Ne serait-ce parce que déjà on a eu le one-shot Doomsday en enfer. Oui. On a tous les arcs auxquels j'ai un peu l'impression qu'ils vont converger. Et surtout, PKG et Williamson ont dit qu'ils travaillaient très bien ensemble et que le but c'est justement que ça fasse plus ou moins un crossover. Ouais, complètement. Et juste vite fait pour ma part, pour dire pour les deux autres histoires, on a la conclusion de l'histoire de Dan Jurgens et de Lee Weeks. Lois et Clark 2. Ouais, qui est plutôt sympathique. Ça va, oui. c'était dans cette partie, rien d'incroyable, ça va quoi. En gros, c'était essayer de donner leur dose de John encore enfant à ceux qui le regrettaient. Et on a une nouvelle histoire que j'ai trouvé assez moyenne sur Superboy pour le coup. C'est par, je vais vous retrouver ça. Déjà, ça gueulait déjà de toute façon sur les réseaux sociaux puisqu'il y avait eu des pages qui avaient été leakées. C'est par Magdalene Visaggio et Matthew Clark au dessin. Et ouais, super Isaz, super héros Doz. Et j'ai vraiment pas kiffé, quoi. Vraiment pas du tout. C'est la troisième la dernière backstory dans Action Comics, vraiment, pour l'instant, ça le fait pas. C'est vraiment celle où à chaque fois c'est la baisse de niveau pour moi. Celle sur Steelworks, c'était pas terrible avant, ouais. Ouais, et puis celle sur Power Girl, pareil. Donc, j'avais bien aimé, moi, Power Girl. Ah, j'avais pas du tout aimé. Ouais, je sais. Et mais moi, j'avais assez. Enfin, j'avais pas. J'ai bien aimé quand même sur Superboy, peut-être parce que j'aime bien Superboy. C'est vrai qu'elle est. On se répète, moi, c'est ça le problème. Oui, non, ça c'est clair. C'est clair qu'on se répète. Encore la même chose, quoi. Mais pour le coup, je sais pas, le fait que Superboy se teint les cheveux, en fait, c'est très le personnage, en fait.
parce qu'il a été créé un peu comme ça pour refléter les modes vestimentaires de l'époque. Jusqu'à Oui. l'époque, c'était les années 90. Bon, bah oui, ça vous faut peut-être un petit relooking. Je sais pas, mais après, c'est vrai qu'il y a eu son petit côté émo qui était un peu bof, mais bon. Ah, puis moi, c'est vraiment qu'on vient de finir une mini-série dans laquelle justement il trouvait sa place. Oui, je pense Il que repart oui, à zéro direct. c'est vrai que ça c'est très mal mis, mais je sais Ouais, pas. ça c'est mal fait en termes de timing, puisque du coup, bah, ça tombe hyper mal cette mini-là, quoi. Par contre, j'ai bien aimé revoir Miss Martian. Ça faisait longtemps. Ouais, mais alors c'est bizarre parce que du coup, il rentre canon un truc de Young Justice qui a rien à voir avec les comics à la base. Bah oui, mais maintenant tout est canon. Oui, Non, c'est vrai. mais après, je pense surtout que vu que aucun des deux personnages, c'est un peu dur de développer ces deux personnages-là puisqu'il n'y a pas eu de série Young Justice depuis, voilà. Oui. Zion. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué et ça permet au moins de faire revenir Miss Martian et potentiellement de faire venir les gros fans de la série Young Justice dessus, même si c'est vrai que Miss Martian et Connor en soi ont quasiment jamais interagi ensemble dans les comics. C'est ça. Donc on va admettre que ça s'est passé hors de la scène. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de méta dans les numéros de cette semaine, je trouve. Oui. Entre autres dans celui-là, mais il y a beaucoup de discours méta sur les personnages cette semaine dans les différents issues. C'est clair. Après, bon, moi, la seule question que je me pose, en tout cas sur Superboy, du coup, c'est quid de Cassie. Mais bon, on verra. Bah oui. En tout cas, voilà, ça, c'est une histoire pour plus tard, surtout qu'il y a plein de trucs à voir. On n'a toujours pas vraiment adressé le loup dans la pièce, à savoir... Tim Drake et Cassie sont quand même sortis ensemble pendant que Connor était mort, quoi. Ouais, mais il avait bien pris ça. Ouais, mais bon, je sais pas, voilà. Bon, ça date maintenant. C'est vrai, ça date. Je crois que c'est dans la série de Bendis, si je me rappelle bien. Quand ils sont à Gemworld, où il avait appris. Ah oui, non, ouais, oui. mais Ah oui, non, mais à Gemworld, ils ont retrouvé Connor qui avait une femme et un gosse. Oui. Mais en fait, c'était pas les siens, en fait. Oui, en fait, il se barre quand C'est pas les siens. Non, mais c'est pas les siens en termes biologiques ou sentimentaux Oui. du terme, voilà. C'est ça. Voilà. Nico, ton avis? Je vois pas ce que je peux rajouter par rapport à Sofiane. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Oui. Bah, dès les premières pages et ce petit dialogue en haut du building, tu sens que Pikachu maîtrise le personnage de Superman. Ouais. Oui. Voilà. Et la suite, c'est assez actuel en fait, cette interview avec la chef de Blue Earth. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Pikachu a partagé sur Twitter un petit message de Elon Musk où il parlait justement d'invasion en Italie avec tous les réfugiés qui arrivent. Puis il mettait en lien juste le moment où Clark Kent dit que les réfugiés ne sont pas des envahisseurs. Voilà, c'est très d'actualité. Ouais, bien. Et pour les dessins, j'aime beaucoup Rafa Sandoval, donc je suis assez content qu'il ait l'air d'être devenu le dessinateur régulier. C'est un peu ce qui manquait au début de la série, qui a été publié sous le nom Superman Infinite. Il y a eu quand même un petit peu trop de dessinateurs. Là, ça fait du bien d'avoir tout le temps le même. Surtout quand il est de cette qualité. Après, pour Superman Infinite, c'est surtout vu les types de dessinateurs qu'on avait, notamment Egglesam et Federici, Oui, c'est un peu voilà. compliqué pour eux d'assurer vraiment un numéro par mois tous les mois, quoi. Enfin, Oui. Clairement. Midnighter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Vous avez vraiment tout dit de ce côté-là, que ce soit dessin, etc. Donc non. Et la caractérisation de Superman qui résonne très bien avec ça c'est clair. son discours qui résonne très bien avec l'actualité mondiale. Donc voilà, c'est cool. Non, clair. vraiment, Action Comics, surtout la partie PKG, ça reste vraiment un de mes trucs favoris, et ce depuis que PKG a pris Action Comics, donc depuis le début de l'ère Infinite. Ouais, je pense que... C'est un plaisir d'y revenir tous les mois. Alors, on va passer à un autre personnage, et ce coup-ci, il est tout de vert vêtu, il aime bien tirer des flèches, il s'appelle Green Arrow. Alors, comme tu l'as dit en intro, c'est Oliver Queen qui rencontre Parallax. Donc, on a Connor Hawke et Liane Harper qui sont dans le futur avec la Légion des super-héros. Et dans le même temps, on a Roy Harper et Dina qui cherchent Amanda Waller dans l'espoir de retrouver Green Arrow. Donc, on va jouer sur ces trois lignes temporelles, disons.
si c'est un peu plus complexe. J'ai trouvé ça sympathique en fait. Je sais pas, il manquait peut-être un petit quelque chose à l'épisode, mais à mon avis, c'est parce que je ne suis pas un expert dans la vie de Green Arrow, donc je ne connaissais pas toutes les références. Par exemple, je savais pas que c'était lui qui avait tué Parallax la première fois. Ah oui. Oui, forcément, oui. Voilà. Et donc, sinon, au niveau dessin, Sean Isaac, qui avait dessiné Fantastic Four Live Story, ben, il assure quand même de très beaux dessins. Donc voilà, j'ai bien aimé les dessins. En même temps, le scénario, ça me plaît, mais il me manque un peu les connaissances pour vraiment apprécier Green Arrow. C'est pas faux. Bah, surtout que oui, sur le côté avec Parallax, en fait, il y a une grosse histoire, en fait, puisque bah, c'est carrément. Bah, c'est lui qui l'a tué, en effet. C'était donc dans Zero Hour à la toute fin. Et techniquement, c'est aussi Parallax qui a ressuscité Green Arrow dans. Enfin, c'est aussi grâce à lui qu'il est vivant, en fait. Donc il y a un lourd passif entre les deux, quoi. C'est marrant, c'est toujours l'archer qu'on envoie tuer le bonhomme vert. C'est comme on avait fait avec Hawkeye pour Hulk. Ouais, mais c'est DC qui l'a fait d'abord, du coup. C'est vrai. Mais tu as raison, c'est un bon parallèle. Non, franchement, moi j'aime beaucoup, parce que moi déjà j'aime beaucoup Green Arrow. J'avais un peu. C'était un peu redescendu en fait ma hype dans les numéros 2 et 3 en fait, où je trouvais que ça ronronnait un peu. Et là, je trouve ça part un peu plus. Oh là là, ok, on arrive. Il y a la Légion des super-héros, il y a tout. Ça n'a rien à voir avec Green Arrow, mais ça marche bien. Pourquoi pas? En gros, le personnage ne doit. En gros, tous les archers de l'univers DC qui sont liés à Green Arrow doivent pas être mis ensemble, sinon ça va tout casser. Et donc du coup, il a demandé à quelqu'un donc de faire en sorte que, à travers sur toute sa ligne temporelle, ils soient jamais réunis, ce qui en plus enlève certaines conséquences fâcheuses qui ont eu lieu à la fin des années 2000, fait par un monsieur qui s'appelle Dan Didio, mais voilà. C'est bon, j'ai utilisé ma carte, j'ai décidé, j'ai le droit de dire son nom qu'une fois par épisode. Et donc du coup, moi je trouve ça, là franchement, tout commence à vraiment se mettre en place et à vraiment bien partir. Donc là, vraiment, ça recommence à bien me prendre. Donc là, vraiment, je suis juste content. Voilà. Très, très bon titre. Et peut-être, oui, c'est ça qui est triste, c'est qu'il faut avoir beaucoup de références sur tout Green Arrow parce que ça prend sur toute sa temporalité pour le coup. Voilà. Ça, c'est vrai. Midnighter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, de mon côté, vous avez tout dit. Je pense que le fait que ça mise beaucoup trop sur la connaissance de la continuité, parce qu'on n'a pas tous un exemplaire de Zero Hour ou du run de O'Neill, Green Arrow, Green Lantern sous la patte. Et Kevin Smith aussi. Alors Kevin Smith, on va éviter d'en parler. J'ai en souvenir un début d'histoire Batman dont il vaut mieux ne pas discuter. Oui, mais justement, son Green Arrow est à peu près le meilleur truc qu'il ait jamais fait en comics. C'est le reste, tu peux le jeter, mais le Green Arrow, tu peux y aller. Donc voilà, non, vraiment au fond assez sympathique, même si une fois de plus, il y a quand même beaucoup de références qui me manquent un peu, mais voilà. C'est vraiment tout, j'ai vraiment lu ça en mode c'est sympa, c'est un peu. Voilà, c'est maintenant pour tout ce qui est la quantité, je prends vraiment les choses telles qu'elles arrivent et je cherche plus à savoir. Ouais, après, ce qui est bien, c'est que oui, il réexplique un peu, mais c'est vrai que si tu le sais pas, t'es là, ah, il s'est passé ça. Alors, je savais que Poral avait été possédé par Parallax, qu'il était devenu le Spectre, mais après, les détails techniques, c'était. Voilà. Notamment sur la résurrection de Green Arrow, et ça, c'était un peu compliqué. Du coup, c'est le début du run de Kevin Smith, justement. En gros, pour les détails, avant que Parallax, donc Hal Jordan, possédé par le parasite de la peur, aille se sacrifier pour réallumer le soleil dans Final Night, un de ses derniers efforts, en gros, en tant qu'espèce de dieu omnipotent, c'est de ressusciter son meilleur ami Green Arrow. Voilà. Mais par contre, par rapport à Green Arrow, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Dans Dark Crisis. Oui, ça, moi aussi, ça me. J'ai pas. Moi aussi.
Bah oui, puisqu'il est On mort. demande toujours s'il est mort ou pas. Alors, Mais Alors, en ils ont fait, dit- non, il n'était pas Ok. mort, il était pas mort. il était un Mais- peu à part, enfin, il a été Voilà. séparé, mais enfin. moi, Mais il s'était fait enfoncer la tête dans le sol par, je sais plus, c'était pas par Doomsday ou je sais plus. Enfin, non, Oui, il par crois que c'était Doomsday. Doomsday. Si, c'était Doomsday. Sauf que Paria a créé des mondes dans lesquels il a Oui, ressuscité c'est Green ça, Arrow, c'est en fait. dans le. ah d'accord, c'est Paria qui l'a ressuscité après. Ouais, C'est ça. il l'a ressuscité et à cause de cette résurrection qui est dans une espèce de monde prison, du coup, il est a priori obligé de rester séparé. D'accord. Moi, Ce que j'ai compris des détails, où il était obligé à la fin de Dark Crisis de rester, il n'a pas pu Oui, repartir avec le reste parce de la ligue. Ouais, Voilà, parce que- moi, à cause de j'avais ça. cru comprendre dans Dark Crisis qu'en fait, il restait parce qu'il fallait quelqu'un pour viser pour qu'ils arrivent sur la bonne terre. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Moi, j'avais cru comprendre tout le monde, c'est pas grave. Non, mais ça montre bien qu'il y a un problème là-dessus sur ce qui s'est C'est passé. Qu'ils essayent de régler là-dedans par un espèce de mumbo-jumbo. Oui, alors en fait, il a été envoyé en même temps que vous, mais il a été récupéré par les forces à qui on a demandé. Mais je suis d'accord, il y a un problème. Mais une petite Après, retcon un de truc temps qui est en un temps ne peu- me fait pas de mal. Un truc qui est un peu ironique, c'est que le problème vient du même scénariste, en fait. C'est que le scénariste de Oui. Green Arrow et le scénariste Tout à de fait. Dark Crisis, c'est Williamson, c'est l'architecte. C'est vrai. C'est l'architecte, c'est le gros architecte avec de plus en plus Mark Waid. Oui. Donc voilà. Mais bon, au bout d'un moment, il y a plein de choses qui passent en mode TGCM, ta gueule, c'est magique. Ouais. Et je ne cherche Oui. pas à savoir. Après, justement, dans les interviews sur Dark Crisis, je lisais Williamson qui disait « Oh non, je fais pas ça parce que déjà, Sam Perry, il est en train de mourir, on va faire toutes les pages. » Oui. Donc, à la limite, si c'est pour la santé d'une vraie personne, artiste, moi, ouais. ça me va. Voilà. Sofiane, du coup, t'as pas demandé, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Oh, vous avez près tout dit, voilà. Effectivement, c'est Williamson. Je trouve l'issue sympathique. C'est pas un truc à se taper le cul par terre. Mais il y a ce côté, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour le coup? Pourquoi tout ça? Qui est plutôt intéressant. Et non, c'est bien écrit, c'est compétent. Donc voilà, j'ai envie de lire la suite. C'est pas un truc, c'est pas le numéro que j'attends clairement Oui, non. de la semaine. Mais c'est super sympathique à lire. C'est ça, c'est un bon divertissement. Et puis, ça fait plaisir d'avoir du Green Arrow quand même. En Non. plus. Voilà. Et bien voilà, c'était tout pour l'Archevert. Nous allons passer au mec qui court écarlate. Flash numéro 1 par Simon Spurrier et Deodato Junior au dessin. Et alors, c'est moi qui vais m'occuper du résumé, hein, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas le titre le plus facile à résumer. Alors, en gros, le run précédent vient de se terminer, c'était celui de Jeremy Adams. Il était plutôt énergique et très optimiste. Ah là, c'est 2 salles de ambiance. Très Oui. clairement. C'est sûr, on passe sur autre chose. Et donc là, on passe sur Monsieur Spurrier, que j'apprécie énormément comme scénariste et que je n'aurais pas vu du tout sur Flash, ou en tout cas pas Wally West, qui a plutôt tendance à être plus bon enfant et tout ça. Et voilà, et qui est un auteur qui a plutôt tendance à partir dans du high concept et des choses un peu plus cérébrales, ce qui est très très bien sur plein d'autres titres. Hein. Je peux vous citer plein de titres de Spurrier qui est trop bien. Lisez Légion. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend directement à la fin du run précédent. Donc tu sens qu'il a discuté avec l'auteur précédent, peut-être arrêter les choses à un certain endroit. Donc on voit Max Mercury qui s'élance pour découvrir des nouveaux mystères de la force Véloce et tomber sur un mur. Apparemment il y a un gros problème dans la force Véloce encore. Et là on passe sur Flash qui règle des problèmes habituels à Central City, des gorilles très intelligents. Voilà, c'est Gorilla Grodd. Il n'arrive pas vraiment à les arrêter, et en gros, de ce qu'on comprend, il va peut-être crever, Wally. Voilà, puisque Grodd arrive, mes condoléances Flash, j'ai appris la nouvelle. Et ensuite, en gros, on passe sur de la vie domestique. Je sais pas si c'est crevé, parce qu'il parle de break-up, il parle Ouais. de rupture. Ouais,
Enfin, pour moi, il va exploser. Enfin, j'ai du mal à voir ça comme autrement que, en tout cas, ça va mal finir, quoi. Parce que break-up, la manière dont il le dit, normalement, ça veut dire rupture. Ça serait par rapport à Linda. Ouais, mais moi, je pense plutôt que, au vu de ce qui arrive sur la Speed Force et de d'autres trucs qui sont dits avec Mister Terrific et qui datent du run d'avant, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Et on sait que avoir des speedsters, en fait, ça peut faire des choses très très dramatiques. Et là, il en rajoute encore une couche d'ailleurs. Bref, tu sens qu'il y a un truc et pour moi, il va. Il y a ça, mais en même temps, t'as aussi les trucs bizarres qui se passent du côté de Linda. Ah oui, alors. T'as d'une déjà ce qui se passe dans sa tête, et de deux, ce qui se passe dans sa tête. Alors, je trouve pas trop bizarre ce qui se passe dans la tête de Linda. Je trouve même ça logique et très intéressant. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante du numéro. C'est très intéressant. Elle a eu des pouvoirs et maintenant elle se retrouve en tant que mère qui n'a pas de pouvoir à devoir gérer un mari qui est le mec qui court le plus vite de tout l'univers d'ici, son fils qui a une super force et sa fille qui court elle aussi très vite. Oui, mais il y a aussi la dernière case où on la voit. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le baby blues vient d'avoir en plus d'avoir un bébé et de perdre les pouvoirs qu'elle avait en fait. Ah oui, ça bien sûr. Ça bien sûr. Ce qui est une approche justement très intéressante d'assimiler, de comparer le baby blues à cette sorte de pouvoir qu'elle avait. Donc il s'est quand même passé quelques semaines ou mois, je pense, entre le dernier numéro de Adams et ce numéro-là. Déjà, il s'est passé Night Terror. Donc voilà. Oui. Tout en sachant aussi, au niveau du dessin, il y a des références qui sont... Alors, le découpage est fait en plein de petits carrés qui est pas forcément à mon goût. Mais au niveau référence visuelle, genre par exemple, justement, on parlait de Linda. Il y a un moment où elle est dépeinte vraiment, en fait, tout autour, c'est tout flou parce que les gens vont super vite. Et en fait, c'est vraiment, c'est la Madone. Tu vois ? Oui. C'est vraiment ça, quoi. C'est assez vrai sur aussi comment elle a été traitée par l'univers DC, en tout cas depuis quelques temps, où c'est à peu près le seul couple heureux, quoi. C'est ça. Parce que Barry et Iris, on est toujours à peu près au même endroit. Ouais, mais ça nulle part. Ça fait trop longtemps, ça. J'estime de plus en plus que Barry, c'est le Spider-Man de DC, c'est celui qui pourra jamais évoluer. Tout le monde a évolué sauf lui, en fait, dans l'univers d'ici. C'est ça le problème d'être mort pendant 30 ans. Ouais, enfin, quand il est ressuscité, c'est Wally qui a été... Wally a récupéré beaucoup plus vite ce qu'il avait perdu, donc... Ouais. Mais donc du coup, c'est... Et c'est là où je suis un peu triste, en fait, c'est sur le côté... J'espère que c'est vraiment juste un coup de baby blues et que c'est pas un truc où ça va aller, justement, parce que pour moi, c'est à peu près le seul couple qui est heureux actuellement, quoi. Il y a bien éventuellement... Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, ouais, c'était un truc vraiment feel good et tout. Et j'aimerais bien au moins garder ça, quoi. Voilà. C'est très paradoxal, parce que pour le coup, j'aime beaucoup. C'est une très bonne issue. Ah, très clairement. Mais il y a aussi... C'est vraiment le côté schizophrénique de... J'aime beaucoup, c'est une très bonne issue. Mais bordel, je regrette le ton du run d'Adams, quoi. Ça faisait du bien d'avoir un titre qui était comme ça, quoi. Mais moi, je pense ça vient au fait que c'est Spurrier. Spurrier, c'est un excellent scénariste. Il est extraordinaire. Il est très bon. J'adore ce type, mais je vois pas ce qu'il vient foutre sur Flash, en tout cas avec Wally. Dès l'annonce, ça paraissait bizarre. C'est ça. C'est très bien pour du high concept et éventuellement peut-être avec Barry, justement, qui est un peu moins... Enfin, il est un peu moins écrit loufoque, Barry, tu vois. Là, forcément, il y a un peu ce côté cul entre deux chaises qui... Ouais, c'est top, c'est mystérieux, c'est bien écrit. En plus, t'imagines un gamin qui suivait le run de Jeremy Adams, et d'un coup, tu sais, quand t'as la scène avec le gamin, là, le speedster bleu. Ouais. T'imagines d'un coup un gamin qui lisait le run avant Jeremy Adams, et qui prend ce numéro en s'attendant à un truc un peu dans le même style, et là, il voit le truc tout horrifique, tout dégueulasse qui part de partout. Ça change un peu d'ambiance, mais c'est pas non plus mauvais de tenter de faire c'est très bien ce qu'il fait. Non, justement, je suis un peu mitigé sur le titre parce que la transition reste très brutale.
Donc, Mais mais pour moi, il y a vraiment un très bon début en fait. C'est un bon début. J'ai vraiment trouvé que la mise en page, le découpage avec justement tous ces petits carrés, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Bon, après, Deodardo aussi qui donne la gueule de Chris Evans à Wally, pour moi c'est parfait. Hein. Il y a que moi qui ai été choqué par les changements de tenue de Mister Terrific. Non, parce que Mister Terrific, après, c'est de la nanotechnologie, donc. Ouais, ça. Mais la manière dont c'est fait d'une case à l'autre, il y a 2 fois où vraiment t'as 2 cases côte à côte et un coup il est en costume, un coup il est en costume de Mister Terrific. Après, il y a une case où on voit qu'il a le masque déjà. Hein. Ouais, mais du coup, je sais pas la manière dont c'est fait. Il y a une espèce de transition qui est un peu faite. Mais je trouve qu'il aurait dû y avoir une transition sur le costume, pour le coup, ça fait un peu chelou. Ouais, peut-être, ouais. Mais après, ouais, ça m'a pas choqué, en tout cas, tu vois. Ouais. Ouais, en fait... c'est un détail, hein, attention. Oui, clairement. Je pense que j'aime bien, et tu disais que c'était bizarre d'avoir un tel changement de ton, et pour moi, c'est tout le paradoxe du truc, c'est qu'en fait, t'as pas l'impression de lire le même titre au niveau du ton, et en même temps, tous les éléments scénaristiques découlent de ce qui s'est passé avant, en fait. Je suis même surpris clairement. qu'il ait donné, par exemple, qu'il ait donné de l'importance à Irie et à la fille d'Animal Man. Tu vois, il reprend. Ça, c'est cool. Et ça, vraiment, je respecte chez un auteur. Ça veut dire qu'il récupère vraiment les cartes et voilà, il a les mêmes cartes, il le fait à sa manière, il se sert de toutes les cartes. Et pareil, Mister Terrific, donc, qui a une bonne part dans ce numéro, c'est déjà un personnage qui a été largement mis en avant justement par Adams. Tout vient, enfin, t'as l'impression que c'est dans les personnages et dans les thèmes, en fait, c'est parfaitement logique, et en même temps, t'as vraiment une rupture de ton, et c'est très paradoxal. Et vraiment, je tiens à ce que ce soit clair là-dessus, hein. C'est une excellente issue, à mon avis. C'est vraiment là où je peux paraître un peu partageux machin, c'est vraiment parce que voilà, j'adorais le run d'Adams, il avait son ton et tout. Donc oui, la rupture est brutale, mais ça n'empêche pas de voir que c'est une très très bonne issue. Oui, non, clairement. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Nico, on t'a pas beaucoup entendu, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est un bon épisode, mais le changement de ton est un peu brutal. Peut-être que dans 3 mois, on sera tous là dithyrambique une fois qu'on se sera adapté, mais là, tout de suite, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, et surtout que c'est clairement un début d'histoire. Ah, clairement. Et qui risque sans doute d'être un peu plus long que les petits arcs auxquels Adams nous avait habitués. Oui. Et il risque d'y avoir un peu plus d'enjeux aussi. Après, dès la fin, il nous annonce un gros truc, hein, de toute façon. Après, voilà, une petite série, comme ce qu'Adams faisait, un truc qui était entièrement feel good. C'était pas quelque chose de dérangeant. J'ai pas nécessairement besoin que toutes les séries soient en permanence à la fin du monde, de l'univers tel qu'on le connaît, etc. En fait. Ouais. Moi non plus, hein, j'aime bien quand il n'y a pas d'enjeu, mais c'était une critique qui revenait souvent Flash. Et moi, ouais, mais avoir du feel good comme on avait avec Adams, pour moi ça me dérangeait pas. Avoir vraiment un feel good, au contraire. Pour moi, c'est parfait. C'est quelque chose dont j'avais besoin en fait. C'est quelque chose dont je pense Wally West en tant que personnage avait besoin. Oui, d'avoir ça en fait, d'avoir cette. Et ça, Jeremy Adams avait quand même beaucoup à faire juste pour sauver le soldat Wally West en fait. Oui. Et il l'a réussi selon moi. Oui. Ah oui, il a réussi même très haut la main. Hein. Oui. Et même on parlait d'histoire peut-être un petit peu pas forcément liée, mais en fait quand tu arrives à la fin de son run, en fait sur les dernières histoires, il te ramène tout ce qu'il a mis, donc il a réussi quand même à tout lier, toutes ces petites histoires. Oui. Ce qui est frustrant, parce qu'il avait des histoires pour. Clairement. Tellement d'autres histoires à raconter, quand. Bah même rien que les Lascars qui sont utilisés comme force de police, enfin ça aurait dû durer plus longtemps. Ah oui, puis il me l'avait dit, j'avais eu l'occasion d'interviewer, puis on en avait parlé en off aussi après. Et il en avait, mais il aurait pu en avoir pour des années d'histoire. Il avait déjà écrit des pitchs sur des mois et des mois. Mais ouais, mais c'est ça qui est un peu frustrant, mais bon, ça reste quand même un très bon numéro. Oui. Voilà. On va rester là-dessus. Et puis, faut quand même le prendre. Donc, on part d'un très bon numéro pour arriver à un moins bon, à mon sens. Donc, c'est Harley Quinn numéro 32. Et je suis un petit peu le seul à l'avoir lu.
Et alors, je suis pas fan. T'es pas fan de Tiny Howard, c'est incroyable. Alors, ça, c'est surprenant. Alors, Tiny Howard, à la limite, j'aime bien Excalibur. De l'autre côté, ça peut passer parce que j'aime bien son truc sur la magie et tout ça. Mais là, franchement, alors, pour tout vous dire, c'est un truc où en fait on joue avec le multivers en fait avec depuis quelques numéros sur le titre Harley Quinn, puisque c'était un arc qui s'appelait Harley Quinn Destroy the Multiverse. Youpi. Et là, en gros, ça continue là-dessus. En gros, Harley Quinn est utilisée par Lady Quark pour, en gros, régler des trucs multiversaux, quoi. Et là, il faut qu'elle aille chercher des artefacts qui sont liés à Night Terrors, dis donc. Ouais. Youpi, hein, c'est trop bien. Non, je pense que c'est vraiment Tiny Howard qui essaie de récupérer comme les puces qui traînent. Et... Ouais, non, c'est vraiment pas bon. C'est même assez mal écrit. Même au niveau des dialogues, en fait. C'est ça qui est triste. Enfin, bref. Oui, en effet, quand Harley et Ivy sont sous la douche toutes les deux, en effet, elles ne font pas le même bruit que quand Ivy est toute seule dans son laboratoire. Oui, oui, c'est très bien de le souligner. Voilà. Heureusement, il y avait la backup. Donc, qui est scénarisée par Sam Maggs et dessinée surtout par Kelly Jones, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Et qui fait une petite histoire, on va dire, hors continuité, parce que en fait, c'est un rêve où en fait, on est dans un style extrêmement gothique, victorien, où en gros, Harley Quinn est invitée par un homme très riche pour devenir sa femme, et ce monsieur très riche, c'est le Joker. Sauf qu'il est dépend aux vieux vampires et tout ça. Enfin bref, il y a une ambiance et bref, ça fonctionne. Malheureusement, la backup fonctionne, mais pas la série régulière. Voilà. Je suis triste de le dire. Voilà. C'est dommage. Et ben, ça donne envie. Bah écoute, la backup, oui. Donc, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à un titre qui s'appelle Batman the Brave and the Bold. Et je vais te laisser, toi, Sofiane, en parler, puisque toi, tu as tout lu apparemment. Ouais, alors du coup, c'est une anthologie. Tout à Donc, fait. il y a 1, 2, 3, 4 histoires dedans. Du coup, on a la troisième partie de l'histoire Batman, The Winning Card. Donc, avec j'ai pas résumé toutes les histoires, ce serait compliqué. Non. Mais alors, c'est Tom King, Mitch Gerads au dessin. Bon, bah, Mitch Gerads, c'est juste évidemment absolument magnifique. Je pense que c'est un de mes dessinateurs préférés, de toute manière, actuellement dans les comics. Hein. C'est toujours tellement classieux ce qu'il fait, quoi. C'est splendide. On a une histoire avec Stormwatch, donc de Ed Brisson et Jeff Spokes au dessin. Et on a une histoire sur Harcourt, qui est juste en 2 parties, celle-là. Ça, pour le coup, c'est l'auteur. On avait appris, puisque du coup, ça avait gueulé sur les réseaux sociaux en mode, bah, tiens, ça y est, il ramène Harcourt. Et en fait, c'est le créateur d'Harcourt, justement, donc Rob Williams, qui avait proposé à DC de refaire une petite histoire sur elle, vu que justement, elle était un peu remise en avant. Et on a The Angel of Gotham, qui est une histoire de Ed Brisson et Jorge Fornes qui est toute seule, en fait. Et donc, peut-être juste un peu plus parler de la Batman, parce que c'est forcément celle que les gens suivent le plus, c'est Tom King. Et voilà, on a un Batman qui est tout cassé de partout, qui est tout abîmé. Alfred, du coup, ne veut pas le laisser aller réaffronter le Joker, qui est en train de provoquer beaucoup de morts, pour le coup. On le voit au départ tuer quelqu'un dans des toilettes publiques de fêtes foraines. C'est pas l'endroit forcément où on a envie de finir ses jours. Mais non, puis on a un Batman qui est vraiment au bout, quoi, qui est cassé de partout. Même Alfred arrive à le mettre au sol. Donc c'est quand même signe que tout. Ouais, c'est le signe que tout ne va pas bien, hein, quand il se fait battre par Alfred et par une horloge. Voilà, c'est ce que lui dit Alfred. Donc il veut aller voir Gordon, mais il tombe dans les vapes. Gordon est obligé de se servir de Talkie-Walkie qui se trouve dans la ceinture pour justement appeler pour qu'il soit récupéré.
Enfin, mais vraiment, waouh, c'est très verbeux, c'est Tom King. Un truc, je me rends compte que je déteste chez Tom King. Vas-y. C'est qu'il a une tendance, il adore utiliser que ses personnages, en fait, soient vulgaires, mais tu sais, ce que tu fais en comics. C'est-à-dire, le personnage sort des fucks ou des machins, mais tu remplaces par des symboles. Oui. Tout le temps. Il le fait, mais il surutilise ce truc. Peut-être moins sur celui-là, mais sur d'autres trucs de Tom King qu'on va voir. Il y a des moments, mais chaque case, t'en as au moins 2 ou 3 et je trouve ça insupportable. Franchement, maintenant, je remplace par Schtroumpf. J'ai décidé, maintenant, je remplaçais par Schtroumpf à chaque fois. Donc c'est, cette Schtroumpf de porte. Mais je me suis fait Schtroumpfer. Je trouve que ça passe mieux. Je suis le Schtroumpf Batman. C'est ça. Mais après, voilà, je suis pas un fan des anthologies en règle générale. C'est vraiment pas ce que je préfère. Pour le coup, je trouve que l'histoire de Tom King est vraiment classe. Le Joker a vraiment ce côté présence fantomatique. Genre, il y a un moment où il y a une mère avec son enfant dans la voiture, et genre, c'est seulement sur l'autoroute où la mère regarde dans le rétro, et elle se rend compte qu'il y a le Joker en plein milieu sur la banquette arrière. Et vraiment, mais il est tellement classe dans sa représentation. Et on a vraiment cette espèce d'entité du chaos. Comme certains aiment bien la théorie du Joker qui serait une sorte de divinité du chaos. Ouais. Et il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment ce côté-là de... Tu vois, on est dans un film d'horreur, quoi. C'est ça. D'ailleurs, dans le premier, justement, il y avait cette cover avec lui, avec des ballons, machin. Et c'est vraiment ça. C'est une espèce de présence horrifique. Et je trouve... Franchement, ils sont gâtés par Tom King, en plus, justement, cette semaine, on en parlera. Mais et le Pingouin et le Joker ont vraiment le droit, je trouve, à des belles représentations dans les issues de cette semaine. Alors, peut-être pour un petit contre-avis, mon cher Nico. Oui. J'aime bien ce que fait Tom King du Joker, ce côté un peu boogeyman qui tue, qui sort un peu de nulle part, mais pour le reste, je sais pas, mais j'arrive vraiment pas à accrocher, c'est ultra bavard. Ça Ça, c'est le m'énerve un problème peu, avec lui, ouais. toutes ces cases où il fait que répéter la chanson, là, à se demander comment ça se fait que Gérard ça a du retard, qui fait que du copier-coller de ces cases. Je les lisais plus après. Je l'ai passé celle-là. Moi non plus. Voilà, je sais pas. Puis ce Batman comme ça un peu au bout du rouleau. Le problème, c'est que c'est une relecture de la première rencontre du Joker et de Batman. Et Brubaker l'a déjà fait avec Doug Mahnke, et je préfère la version de Brubaker en fait. Ah, ça. C'était plus axé détective, et là c'est très psychologique. Je sais pas, j'accroche pas vraiment à ce qu'il fait de Batman. Eh bien, on va passer à un autre numéro. On va rester sur du Batman. Peut-être moins élogieux, puisqu'on va parler de Batman Catwoman The Gotham War, Red Hood numéro 1. Et non, ils n'avaient pas plus court comme titre. Parlons-en. Alors, Midnighter. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Alors attendez un peu, Donc, Red Hood du talc sur les mains, je suis prêt à donner une fessée. C'est un peu ça. Red Hood dans la guerre, enfin vite fait, dans la guerre qui oppose Batman à Catwoman, a pris le camp, comme quasiment tout le monde, de Catwoman. Et il aide ses troupes en les entraînant. Oui. En leur apprenant comment être plus fort au combat, etc. Sauf que, bien sûr, sans aucune surprise, Jason fait pas ça par beauté de cœur, mais à son but derrière. Son but, c'est bien sûr, comme d'habitude, trouver le Joker et le buter, et ça commence à être chiant. Ça commence à être très chiant. Autant j'accepte de lire ça dans la série de Joker de Man Who Stop Laughing, toujours écrit par Rosenberg. Autant là, non. Non, pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est clairement pour moi, il va falloir que Jason passe autre chose dans sa vie, que n'importe quel scénariste passe dessus, arrive à changer le statu quo de Jason en bien ou... Non, j'ai pas envie de dire en mal, parce qu'au fond, je l'aime bien, et qu'une bonne caricature de Jason, ça existe, mais malheureusement pas dans la continuité. Et en face, quelque chose de bien, quoi. C'est chiant. Enfin, c'est ça, c'est surtout ça, le truc qui me gêne. Les dessins de Cismedia, j'ai un peu de mal à prononcer son nom de famille, je m'en excuse. Ça se comprend. Sont plutôt corrects, mais en soi, le défaut, c'est que ça rattrape pas le script. Et j'ai lu sa mini-série Azrael, qu'il a fait avec Dan Waters, et c'était quand même meilleur, en fait.
Mais, voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez lire du bon Redwood, et ça va paraître paradoxal, mais il y a le Redwood sourier de Chip Zdarsky qui est excellent, et voilà. Ouais. Et au moins, ça tentait autre chose. Je trouve ça d'autant plus. Alors moi déjà, ça me rassure parce que très clairement j'ai décidé, oh là non, je fais pas de Gotham War cette semaine, je skip. Donc déjà c'est bien, ça me rassure. Mais en plus Rosenberg avait écrit un Jason en tout cas très éloigné de ses choses habituelles dans Task Force Z. Et du coup, ça m'étonne de le voir revenir sur un truc aussi frontal et aussi bizarre, quoi. Après, Task Force Z, c'est quand même quelque chose de très particulier. Très clairement, oui. Mais de volontairement nanardesque au possible, et qui marchait plutôt bien. Voilà. C'était quelque chose de différent, en tout cas pour Jason. Voilà, c'est quelque chose de différent. D'un minimum intéressant pour tous les personnages qui étaient invoqués dans l'œuvre, que ce soit Jason ou Double Face qui avait un rôle assez central dedans. Et même Mr. Bloom, j'étais content de revoir Mr. Bloom. Oui, moi j'aime bien Mr. Bloom. Beaucoup de gens l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Et au final, là, c'est patapouf, pataplaf, plus rien à raconter, quoi. Enfin. Et bon, j'ai vu la preview j'ai vu certaines pages du prochain Batman qui sort cette semaine et je vais encore plus être en colère. Youpi. Non, voilà, je vais m'arrêter là pour. J'ai pas encore vu ça. Eh ben, tu prendras du thé la semaine prochaine, d'accord? Donc voilà. Très bien, Sofiane. Nul. Très bien. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler quand même de Jason? J'ai vu personne en parler. Mais est-ce qu'on peut discuter de Jason qui se montre sans masque, sans rien, sans costume, à des criminels? Je sais pas, je l'ai pas vu. En fait, pour Jason, c'est pas trop un souci puisqu'il a plus vraiment d'identité publique puisqu'il reste encore officiellement mort. Oui, enfin. Légalement, il est encore mort en fait. Oui, mais tu montres pas ton visage, quoi. Après, j'ai envie de dire, ça me fait penser à l'épisode de Justice Unlimited où Lex Luthor prend possession du corps de Wally, enlève son masque et dit je n'ai aucune idée de qui c'est. C'est à peu près pareil, je pense, pour les criminels. Ouais, mais sauf que c'est un des pupilles de Bruce Wayne, quoi. Bah oui, ouais, quand même. Enfin, il est officiellement rattaché à Bruce Wayne, quoi. Tu montres pas ton visage. Ouais, sauf qu'en même temps, le foot torse nu avec juste le casque, ça aurait été quand même vachement bizarre. Ah ouais, mais moi, les trucs de logique comme ça, ça n'a aucun sens. Lui, qui montre son vrai visage à tous les criminels, puisqu'il est au milieu de la salle, il est sur le ring, en mode pas de problème, il n'y a pas de masque, rien du tout, torse nu. Ok, c'est parti, on n'en a plus rien à foutre. Identité secrète, en gros, c'est pas pour moi. Première règle du Fight Club, ce qui se passe au Fight Club reste au Fight Club. Ouais, on va dire ça. Dans les camps d'entraînement de Catwoman, reste dans les camps d'entraînement de Catwoman. Non, donc enfin, je suis d'accord avec ce qui a été dit, juste la caractérisation du personnage, c'est plus possible. Les dessins sont pas mal sur la plupart. Il y a des moments où les visages sont un peu chelous, genre sur Catwoman, où elle change un peu de visage selon les cases. On sent qu'il a pas le même temps sur chacune. On sent une grosse inspiration manga par moment, ce qui revient de plus en plus. Il y a une case avec, justement là, quand il y a le combat, quand il y a Redwood en mode, t'as l'impression qu'il a 12 points, là, que ça fait très très manga dans le délire, avec les yeux rouges en plus, avec la ligne comme ça. Mais bon, les dessins sont pas mal, le reste vraiment c'est de pire en pire cet event, c'est nul. Vraiment, j'aime pas du tout. Ok, Nico, est-ce que tu as un pieu pour finir la bête? Oh non, la bête a déjà assez ramassé comme ça. Très bien. On va donc la laisser souffrir. Ouais. Nous aussi, on va encore souffrir quelques semaines. Ouais. C'est vrai. On va éviter d'avoir recours au pied de biche cette fois. Oui. Eh bien, c'était tout pour Batman Catwoman The Gotham War Redwood numéro 1. Non, ils avaient pas plus long comme titre. Et on va passer à plus court et je vais rester avec toi, mon bon Nico, pour le numéro 2 de The Penguin. Donc, dans le premier numéro, le pingouin était fort. Je sais pas, on va un petit peu spoiler de ce qui se passait d'abord dans Dark City. Donc, dans Dark City, le pingouin mourait, je mets des guillemets à mourir, puisqu'il était révélé dans le backup qu'il était encore vivant. Donc là, dans le numéro 1 du pingouin, on a droit au gouvernement qui force le pingouin à reprendre du service pour contrôler le crime organisé de Gotham. Donc dans le premier chapitre,
on découvre comment ils vont le persuader, en le rabaissant beaucoup. Et donc, dans le second épisode, il essaye de recruter un personnage appelé The Help, qui apparaîtra pour ceux qui achèteront Batman Killing Time dans ce titre. Donc, c'est un vieux majordome qui est hyper doué en tout. C'est limite une vieille version de Bruce Wayne, quoi. Et donc voilà, c'est du Tom King. La narration est un peu lourde, mais surtout qu'il multiplie les points de vue. Donc, il n'est pas rare que d'une page à l'autre, ça soit en fait, on passe du majordome de Diel qui parle à son médecin parfois. Enfin, voilà, c'est un peu lourd à niveau narration, et pourtant, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que la caractérisation du pingouin en véritable menace assez terrifiante, ça passe bien. Ça avance lentement, mais bon, c'est le classique, on monte une équipe pour essayer de prendre possession du crime. Et les dessins de la Torre, c'est magnifique. Donc voilà, là, pour le coup, c'est du Tom King qui me plaît. Très bien. Très bien, très bien. Midnighter. Alors de mon côté, j'avais beaucoup apprécié quand je l'ai lu en VO Batman Killing Time. Oui. Et revoir The Help, qui était un personnage qui était quand même très intéressant, me fait beaucoup plaisir. Même si forcément, pour résumer, Killing Time se passe vraiment au début de la carrière de Batman, donc facilement il y a au moins 10-15 ans. Et là, on est vraiment dans le présent, donc c'est intéressant de voir comment cet homme a finalement pris sa retraite. Et le pingouin vient le trouver, et vraiment, il y a vraiment un aspect polar sur cette série que je trouve vraiment excellent, cette mini-série que je trouve vraiment excellent, où on a le pingouin qui est à la fois, il y a un aspect un peu cartoonesque du personnage, tout en gardant l'aspect redoutable, comme quoi c'est un monstre au final. Et je trouve vraiment tout ça extrêmement intéressant, et bien sûr, les dessins, c'est impeccable. Très bien. Et sans oublier qu'à la base, on est supposé avoir un autre dessinateur sur la série au début. Non, j'ai plus le nom. Ok. Sofiane ? Eh ben, moi aussi. Alors, effectivement, c'est du Tom King, donc c'est toujours assez verbeux. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait là en 2 numéros sur le pingouin, vraiment. Déjà, dans le numéro d'avant, j'avais adoré tout le passage avec quand il y a le flic qui fait exprès de lui rentrer dedans dans le parc et qu'on a la voix off comme ça de sa supérieure en mode il vient de se pisser dessus parce qu'il sait que c'est le pingouin. Et vraiment, ce côté effectivement très calme et qui à n'importe quel moment peut redevenir cette espèce de bête sauvage et montrer à quel point c'est un danger. C'est génial. Alors après, il y a le côté effectivement aller rechercher The Help. Alors d'un côté c'est cool, d'un côté pour ceux qui n'ont pas lu Killing Time, c'est vrai que c'est un peu bon, ça perd vachement de son intérêt. Mais sinon non, plutôt bonne issue. Franchement, effectivement, magnifique visuellement et ouais, rien que pour cette représentation du pingouin, franchement, je suis curieux de voir où ça va aller. Et non, j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'était une bonne lecture. Très bien. Bah, moi, vous m'avez donné envie parce que j'ai pas pu tout lire, donc j'ai dû passer certains numéros. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre que le pingouin est respecté parce que c'est un des plus vieux ennemis de Batman et que pendant un temps, en fait, il n'y avait pas d'ennemis récurrents sauf le Joker et le pingouin. Voilà. Catwoman était dans l'oubli à cause du Comics Code. Oui. Parce que le crime ne pouvait pas être rendu désirable. Tout comme le Riddler, enfin il y a plein de méchants totalement pas sur la trappe qu'on fait disparaître. Ouais, mais le Riddler encore était apparu qu'une seule fois en fait. Tandis que Catwoman était apparu plein de fois et en fait on s'est vraiment fait schlinguer la gueule parce que le crime ne peut pas être désirable et Catwoman est désirable. Et que Batman l'a laissé toujours un peu filer voilà. entretenant déjà un début de relation. Ah tout à fait. Bah, dès le début. Ouais. Dès le début. Dès leur rencontre, il y a un truc. C'est pour ça que. Et c'est pour ça que Catwoman a mis du temps à revenir et que quand elle est revenue, d'abord elle a affronté Lois Lane et Catwoman et Wonder Woman parce que c'était face à des femmes. Voilà, c'était déjà beaucoup plus simple. Et on va passer donc un numéro plus titanesque. On va parler du numéro 3 de Tales of the Titan. Alors, Tales of the Titan, c'est un titre qui
qui ne durera que 4 numéros, donc on est au numéro 3, et en gros chaque numéro revient sur un personnage des Titans et nous présente une petite histoire avec le personnage. Et sur ce coup-ci, bah, c'est le tour de Donna Troy, alias la première Wonder Girl. Alors, le numéro en lui-même fait un bon job, je trouve, pour introduire le personnage si tu ne le connais pas. En tout cas, dans les grandes lignes, on a les très grandes lignes, on n'a pas les détails. Et bah là, forcément, ça va beaucoup trop vite, en fait. C'est un numéro qui est sympa, en fait, où en gros, Donna Troy va être appelé pour aller libérer la Markovie. Donc, c'est pas un pays inventé au hasard, hein, c'est un pays qu'on connaît bien, la Markovie, on a même des super-héros qui viennent de là-bas. Mais voilà, là, c'est un petit peu... C'était un petit peu fait rapidement, quoi. Tu sens bien qu'il fallait que ça tienne en un seul numéro, et je pense que l'histoire était un peu trop grosse pour faire une histoire one-shot, en fait. Libérer un pays, c'était peut-être un peu trop, et du coup, il y a plein de raccourcis qui sont peut-être trop faciles pour ce one-shot. Après, je trouve les moments sur Donna Troy sont assez bien trouvés, et le personnage est plutôt bien écrit, donc voilà. Mi-figue, mi-raisin sur ce numéro, à mon sens. Sofiane, je crois que tu es moins mi-figue, mi-raisin. Non, mais déjà, c'est Steve Orlando, donc d'avance, je savais que ça serait nul. Et effectivement, c'est pas bon du tout, quoi. C'est vraiment... Alors donc, c'est Donna Troy qui prend des photos de mode et qui d'un coup, sur un appel, décide, tiens, je vais aller libérer un pays. Donc elle part toute seule, elle tabasse une vingtaine de personnes, et du coup, elle a libéré un pays. Enfin, c'est nul, c'est quoi, trop vraiment. rapide, c'est beaucoup trop rapide. Ouais, les scènes s'enchaînent, c'est n'importe quoi. Puis tu sais pas, elle doit trouver un moyen pour y aller, alors elle disparaît de la case, après tu la vois dans un avion, elle atterrit, mais quelques cases plus tard, il y a un Pégase qui est là, et puis à la fin, de toute façon, elle vole. Enfin, qu'est-ce que je comprends pas. Et vraiment, c'est Steve Orlando qui veut essayer de faire un truc un peu politique, mais on dirait que c'est raconté par un enfant de 8 ans, quoi. Et il y a rien, il y a pas de fond, il y a pas de... Oui, la guerre c'est mal, oui, il en est au point où tellement le mec sait pas comment faire un truc correctement par lui-même, il est obligé de rattacher son vilain aux nazis, parce que sinon, on n'a rien le temps de voir. Donc, c'est vraiment le niveau zéro de la narration, quoi. Ouais, mais pour moi, le but, en tout cas, du titre, c'était plutôt de mettre en avant le personnage et d'apprendre à le faire connaître. Et je trouvais Elle que aime sur pas la ce guerre. Ouais, j'ai appris plein de trucs sur elle. Ouais. Non, mais par exemple, tu sais c'est quoi son métier. Tu sais que c'est son occupation, c'est de faire du truc, la photo de mode. Ouais. Ce que tu vois pas forcément pour un personnage Wonder Woman, tu vois. Oui. T'as des petites cases en fait qui te remettent des choses en avant, et aussi en effet les choses qui la font se distinguer de Wonder Woman. Donc par exemple, oui, elle a un Pégase ou des choses comme ça. Donc du coup, pour moi, cette histoire, c'est prétexte à te donner des éléments sur le personnage. Donc il a fait une fiche. Hein. Je suis d'accord. J'aurais pas me taper tout un comic, je fais juste une fiche d'une page. Je suis d'accord, mais je trouvais que sur le côté présentation du personnage, ça passait. Ouais, mais bon, c'est un comic, c'est censé raconter une histoire aussi. Midnighter. Un peu pareil que toi, je suis un peu entre vous deux, parce que j'ai trouvé le numéro vraiment correct, mais sans plus. C'est vraiment un one-shot avec un début, un milieu et une fin trop rapide. Voilà, je trouve que c'est sympathique pour potentiellement peut-être connaître un petit peu Donna Troy, parce que c'est vrai que c'est pas tellement le personnage qui a été mis en avant récemment dans la partie Wonder Woman. On peut dire ça, ouais. Voire même pas du tout mis en avant. Excusez-moi. Donc voilà, c'est intéressant. Après, moi, Steve Orlando, c'est un peu le défaut, c'est que la première série de lui que j'ai lue est sans doute sa seule excellente. Donc forcément, ça reste que je le place, j'ai une certaine douceur vis-à-vis de lui. Mais là, ouais, c'est vrai que c'était trop rapide et que je pense que c'était peut-être un script qui traînait peut-être dans un coin pour une mini-série qu'il aurait dû... et on lui a dit, c'est gentil, mais si tu peux nous réduire ça en un seul numéro, parce que ça va pas le faire. Ah, mais vous aviez parlé de 4 numéros. Non, en fait, c'est un seul. Voilà. C'est un peu ce que j'ai l'impression.
Les dessins n'étaient pas dégueulasses et après aussi, voir Vixen le temps de 2 cases, moi ça me fait toujours plaisir de la voir. Je crois que son nom, la fois où je l'ai retenu, c'était sur la série Reptile. Ah. Qui était nul. C'est pas bien du tout. Donc voilà, et bien c'était tout pour Donna Troy. Si, juste un petit truc. Il y a vraiment une page que je trouve abusée par contre. En mode, tu peux pas faire ça. Il y a une page où, à la fin de l'histoire, où du coup, tu as des photos en noir et blanc qui évidemment sont faites pour te rappeler les camps d'extermination et tout ça. Enfin, qui est un truc quand même. Oui. Voilà, quoi. On parle d'un des trucs les plus horribles de l'histoire humaine. Et se permettre de foutre ça dans cet issue-là, avec la case d'après, t'as ton méchant qui ressemble à Bison dans une bulle. C'était waouh, mec! C'est peut-être une façon d'humilier un peu tout ce qui pourrait s'attraire au nazisme indirectement. Mais c'est vrai que Steve Orlando fait un peu ça comme tous les auteurs américains, à savoir il fait ça avec la délicatesse d'un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. Ouais, c'est chelou. Alors que nous, après, une fois de plus, c'est une question de perception. C'est entièrement une question de perception. Les Américains ont jamais eu de problème à en parler. Alors que nous, en Europe, on reste toujours très. Il y a une façon, il y a un respect, il y a une différence. C'est ça, on a une notion qui est sur cet événement qui est extrêmement différent. Bien sûr. Donc il y a cette question-là de point de vue, et j'avais vu une émission qu'en parlait il y a peu justement, et qui expliquait que oui, les Américains, eux, ils ont toujours leur vision à eux, et c'est leur façon de faire vivre ça, c'est par cette culture-là en fait. C'est par la culture populaire, que ce soit les films ou les comics, de faire vivre ça en fait. Bon, ok, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas subtil du tout en fait, mais voilà. Non, ça c'est sûr. Pas la subtilité, c'était pas l'objectif que j'allais mettre. Ça finit pour Tale of the Titan. On va passer à un autre numéro 1, Power Girl. Et... J'ai passé pour un hater avec cet enchaînement. Désolé. Désolé. Et ce sera Nico qui commencera à nous en parler. Oui. Donc, Power Girl, dans ce série, essaye un peu de faire vivre sa personnalité humaine. Donc, elle organise une petite vente d'artefacts extraterrestres sur un bateau de luxe. Évidemment, ça tourne mal. Donc voilà, c'est une histoire pas très originale qui sert. En fait, ça sert plus de présentation à Power Girl qu'à vraiment débuter une histoire, si on accepte les quelques dernières pages qui lancent véritablement l'intrigue avec un virus kryptonien. Voilà. J'ai trouvé ça meilleur que l'histoire qu'on avait en backup d'Action Comics. Il y a eu 3 backups qui montraient Power Girl associée à Omen qui se faisait un peu la psychologue des super-héros, où ça, j'ai vraiment eu du mal à finir à lire. Mais ici, Léa Williams propose un scénario plus classique et c'est un petit peu trop narré parce que Power Girl réfléchit un peu trop vu qu'on a droit à toutes ses pensées. Mais sinon, voilà, ça passait bien. Clairement, je suis un peu d'accord. J'aime beaucoup le personnage de Power Girl, donc je suis totalement biaisé. Ça, je le dis. Et j'aimais bien, en fait, sur certaines pages, en fait, j'ai eu l'impression de retrouver un peu ce qu'avait fait Amanda Conner et Jimmy Palmiotti sur le personnage, qui était super fun et tout ça. Voilà, qui me plaisait beaucoup et qui reste toujours aujourd'hui une série que j'adore. Mais oui, tu sens que c'est franchement juste un tout début, c'est juste une mise en avant. Voilà, j'ai lu ça comme un truc un peu popcorn et qui commence juste à mettre en avant des choses sans non plus en attendre des masses, et c'est peut-être pour ça que j'ai assez apprécié. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Pour moi, c'est surtout j'en attends beaucoup et j'ai envie de voir ce qui va être derrière cette mise en place. Voilà. Sofiane, tu peux y aller. Non, mais j'ai pas trouvé ça bon, quoi. Déjà tout le délire de lui avoir trouvé un nouveau pseudo alors qu'on avait déjà un, bon, soit. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Je pense que c'est pour différencier encore plus avec Supergirl, quoi, Karen Kara. Ouais, peut-être. C'est pour dire qu'elle tourne une nouvelle page.
Ouais, encore. Mais non, puis je sais pas, tout ce principe. Donc, les gens, ça les étonne pas d'avoir une scientifique avec des trucs incroyables dont ils n'ont jamais entendu parler. Il suffit de faire une soirée pour que d'un coup on dise. En plus, il y a un mec qui lui dit je suis vos travaux depuis longtemps. Ok, je comprends plus rien. Ah non, Vous elle venez de a, nous dire. elle a eu toute une entreprise et tout ça. D'accord, avec ce nom-là. Ça fait partie de son background. Oui, mais pas avec cette identité-là. Ça, c'est sa nouvelle identité. Tout à fait. Bah oui. Oui. Donc ça marche pas, on la connaît pas sous ce nom-là en fait. Et donc d'un coup C'est vrai, là-dessus, ok. Bah oui, du coup elle mélange les deux en fait. Soit c'est l'ancienne identité, et oui j'ai suivi vos travaux depuis longtemps, soit c'est la nouvelle identité et du coup personne la connaît en fait. Écoute, Et là c'est les deux en même temps. On va admettre que c'est facile de changer de nom et de prénom dans l'univers d'ici. Il suffit d'aller à la mairie, tu montes ta carte d'identité, tu dis bonjour, je veux m'appeler machin. Et tout le monde accepte. Et voilà. Mais après, apparemment, son truc est mis en avant aussi par Steelworks et tout ça, donc ça avec l'aide des autres super, quoi, en gros. Ouais. Tu peux récupérer la crédibilité de Steel, quoi. Mais bon, il y a plein de petits trucs en fait, c'est ça. C'est que je trouve pas ça. L'histoire pourrait être intéressante en soi, cette histoire de virus et tout ça. Mais l'exécution, je la trouve pas intéressante. Puis il y a tout ce délire. Elles ont des objets extraterrestres comme ça au pif qu'elle a récupéré par un mec gratuitement au hasard. Donc tu te dis, mais ok, donc elle est complètement idiote en fait. Je comprends que tout le monde se méfie d'elle. C'est une espèce de bestiole extraterrestre sur la table. Elle s'y arrête 2 secondes et puis elle part discuter avec quelqu'un d'autre. Suffit que quelqu'un lui dise, oh excusez-moi. Il y a un truc extraterrestre qui est pas protégé, qui est sur une table, qui bouge. Il y a des humains partout autour. Et genre, suffit que quelqu'un t'appelle et toi, tu te casses. En mode, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Mais t'es complètement conne, en fait. Enfin, je suis désolé. Bah après, t'es censé avoir Omen qui gère à côté, quoi. Non, mais Omen, elle est au bar. Là, oui, elle est à côté. C'est elle pour faire la sécurité. Oui, mais c'est elle qui repère cette espèce de truc jaune, là, sur la table. Oui. Elle le voit, elle s'approche, ça bouge et elle se casse parce que quelqu'un l'appelle pour lui dire bonjour. Tu te dis, enfin, what the fuck? Je sais pas. Vraiment, enfin, on nous la montre en mode hyper incompétente, quoi. C'est ça le problème. Et elle est quand même là depuis longtemps. Enfin, ce serait bien que ça évolue. Ça fait partie de ces personnages, j'ai l'impression qu'ils savent pas faire évoluer, en fait. Et c'est bien beau lui trouver un nouveau nom et machin. Mais, bordel, enfin, rendez-la. Là, pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir une débutante, une héroïne débutante. Et elle a quand même une histoire qui est plus longue que beaucoup d'autres super-héros. Donc, je trouve ça gênant pour elle, quoi. Elle mérite quand même mieux que ça en termes d'écriture. Je sais pas, c'est un peu bizarre pour moi. Mais après, les Atlantes avec leur barque, je trouve ça assez marrant aussi. Ah oui, non, ça et puis c'est vrai que j'avais bien aimé aussi le côté les Atlantes, ils montent une œuvre d'art, c'est la première fois qu'elle voit qu'elle est hors de l'eau. Enfin, c'était intéressant, ça. Pour ça, il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Mais voilà, on en revient au même. Enfin, elle venait de se faire accepter par la Superman Family, et on en revient à oh non, ils vont me juger, Superman me juge, il veut m'envoyer dans la forteresse de solitude. Et c'est dommage, hein, il y a des trucs qui pourraient être intéressants, mais je trouve que vraiment avec Léa Williams, à chaque fois l'exécution, enfin, c'est moi. Hein, après, si ça vend bien et s'il y a du monde qui adore, tant mieux, c'est génial. Moi, je suis pour que les comics fonctionnent, hein, mais sur moi, chaque fois, ça fonctionne pas, quoi. Bah après, je comprends et je t'avoue qu'il y a des trucs j'avais pas tilté parce que j'étais un peu en mode popcorn, genre par exemple ce que tu disais sur l'identité secrète, tu vois. En effet, c'est vrai. J'avais pas, tu vois. Mais je le prends vraiment comme un premier numéro qui va mettre en place des choses et tu vois, pas plus. Et c'est surtout sur la fin du premier arc, tu vois, que je vais être vraiment. Vu qu'il y a déjà eu ces backstories, j'avais trouvé nul. Je crois que le pire du truc, c'était quand même le moment où elle est dans la psyché de Gar et elle se rend compte d'un problème génétique parce qu'elle est dans son esprit. Et là, tu te dis, what the fuck? Pardon? Quoi? Soit t'es dans sa psyché, soit t'es dans sa biologie, mais tu peux pas voir un problème génétique dans son cerveau, dans son inconscient, ça n'a aucun sens. Et j'avais pas accroché. C'était pas pour moi, quoi. Midnighter, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je n'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que vous avez tout dit, mon avis, une fois de plus, entre vous deux. J'ai pas du tout trouvé ça en début extraordinaire. C'est dommage, on partait bien avec une cover de Gary Frank. Oui. Mais ouais, c'est une intro, donc à voir où ça va aller en fait. Ça va être surtout ça la question, et cette histoire de virus qui vient de son ancienne terre qui n'existe plus. Enfin voilà, c'est bizarre, mais voilà. On va attendre de voir où ça mène. Et on va passer sur un titre qui, lui, est
plutôt sur la fin de son arc, même si c'est pas encore la toute fin, on va passer au numéro 5 de Spirit World. Spirit World, c'est une série un peu récente, hein, lancée donc dans cette optique de lancer des nouveaux personnages. Et donc notre personnage principal s'appelle Xantezu, qui donc a des pouvoirs spirituels, trop bien, oh là là. Et en gros, son histoire en ce moment, c'est d'aller chercher le collectif en fait qui arrête pas en gros d'absorber des âmes et des esprits et tout ça. Et là, elle a récupéré l'aide en fait donc de Batgirl, donc Cassandra Cain, et de John Constantine. Et donc, ces trois-là sont en train de descendre donc jusqu'à l'endroit dans le monde spirituel où se trouve le collectif. Et c'est un peu long. Non, en fait, j'aime bien, mais en fait, en gros, les héros font quelque chose, et paf, on passe sur 2 pages avec les méchants dans leur l'espèce de truc jacuzzi qui discutent de ce que font les héros, et paf, les héros refont quelque chose, et enfin, voilà. Disons que ça aurait mérité un peu plus de variation dans ce qui se passe. Après, j'aime assez... Bon, l'équipe, elle est assez... on la voit pas tous les jours, quoi. Encore une fois, donc Constantine, Cassandra Cain et donc ce nouveau personnage qui utilise plutôt des sceaux pour en termes de pouvoir et qui a une grosse épée aussi. Et tu découvres aussi qu'un des personnages qui jusque-là était plutôt du côté des gentils, apparemment aurait peut-être aussi utilisé donc ce nouveau personnage à son avantage, et peut-être qu'elle n'a pas tout dit. Donc jusqu'ici, elle nous était présentée plutôt comme une vieille grand-mère toute petite qui s'appelait Pop-O. Et maintenant, c'est un peu plutôt un esprit qui cherche un peu à buter plein de gens. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'on reste, et on va voir ce que ça va donner dans le numéro d'après. Mais en tout cas, je suis assez curieux de savoir comment ça va finir. Donc je trouve le numéro long parce que il peut inspirer justement ce côté. On revient sur les méchants, on revient sur les. Enfin voilà, c'est vraiment pas terrible comme façon narrative de faire. Mais j'ai quand même envie de savoir c'est quoi la finalité de tout ça. Donc, l'un dans l'autre, un truc qui passe. Après, est-ce que je suis bon public ? À vous de voir. C'est une possibilité aussi, hein. On va passer à un titre Batman Beyond néo-gothique, et Nico, c'est à toi. Oui, je m'en charge. Donc dans Batman néo-gothique, on a des enfants qui disparaissent. Terry McGinnis, le Batman de cette époque, décide de partir à la poursuite de ses enfants et plonge dans les profondeurs de Gotham. Donc on va découvrir une ville sous la ville. Tout à fait. Il va être aidé par Kyle, un garçon-chat, donc c'est un mix entre un chat et un adolescent. Et un furry. Ouais. Et donc dans ce numéro 3, ils doivent faire face à la cour des hiboux, ou ce qu'il en reste, vu qu'elle a l'air un peu possédée, un peu dans un trip fantastique dans cet épisode. Oui. Moi, je l'ai trouvé très très bon. Comme à chaque fois, en fait, depuis que le trio Lanzing, Kelly et Dunbar au dessin ont repris la série Batman Beyond. Donc juste avant cette série-ci, il y avait déjà une mini-série en 6 épisodes qui servait de base pour introduire les nouveaux concepts qui sont réutilisés dans cette série-ci. Donc moi, j'aime beaucoup le lore qui a été créé. Et en même temps, dans plus de ce nouveau lore, ils réutilisent bien certains concepts. On a eu précédemment une nouvelle version de Killer Crow. Là, on a ici la cour des hiboux. Donc ça joue bien avec la nouveauté et des codes plus connus. Donc j'apprécie beaucoup cette série. Je la recommande. Dommage que Urban n'a pas l'air décidé de la publier en VF. Ouais, je crois que Batman Beyond, ce qu'ils avaient essayé, c'était déjà pas super bien vendu. Je pense pas qu'ils veulent retenter l'expérience de suite. Je trouve que
celle-ci a l'avantage de ne pas être liée au dessin animé, alors que ce qui est sorti en VF, c'était mieux de les avoir vus. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'en plus, bah, du coup, ce numéro, je le trouve aussi très bon. En fait, donc on descend donc sous Neo Gotham, et sous Neo Gotham, en fait, bah il y a des trucs qu'on voit plus dans la continuité de Batman Beyond. Donc il y a ces vieilles églises, ces vieux trucs, en fait. Tout ça, c'est sous terre, en fait. Ce qui est assez intéressant, et donc du coup, t'as tout un truc sous terre qui s'est créé. Et donc oui, on a vu ce Killer Croc qui était vachement bien, qui gardait donc une tombe, et derrière cette tombe, bah il y a la cour des hiboux. Mais c'est pas vraiment la cour des hiboux, parce qu'apparemment ils sont morts. Et en fait, quand tu parlais de fantastique, ouais, c'est. En fait, ils sont dirigés par des espèces de spores et de champignons, en fait, qui gardent un petit peu aussi l'identité donc des cadavres qu'il utilise. Donc là, forcément, la cour des hiboux s'amuse à jouer avec le fait Batman, voilà. On revoit le labyrinthe, on revoit tout ça, c'est trop bien. Et je pense que du coup, cette série-là, Batman Beyond, va faire ce que n'avait pas fait le dessin animé, justement. Et je pense, au vu de tout ce qu'on voit, t'as tout un truc sur les racines, là c'est des spores champignons, enfin, je pense qu'on va vers une certaine ennemie du lore de Batman qu'on n'a jamais vu dans l'univers Beyond, en tout cas. C'est une spéculation. Il y a aussi donc toute une partie, donc là on a l'impression qu'en fait on passe tous les épisodes sous terre, mais en fait il y a aussi une autre intrigue au-dessus, en fait, avec une ancienne flic, en fait, qui essaye d'arrêter le contremaître véreux en gros de raser en gros Lena Rose, donc c'est la banlieue de Gotham, et d'en faire un peu tout ce qu'il veut. Enfin bref, c'est une intrigue un peu très, très années 80, genre le méchant promoteur qui veut, qui veut acheter les trucs pour en faire des parkings. Mais du coup, c'est assez rigolo, et il trouve le moyen de discuter quand même en utilisant les vieilles lignes téléphoniques et tout ça qui reste encore justement tout, en fait, ce qui a été abandonné par les nouveaux moyens de communication, en fait, sont toujours là, donc ils arrivent encore un peu à communiquer comme ça. Franchement, je trouve que c'est une bonne série, je la recommande aussi. Je sais pas si ça vous a donné envie, Sofiane. Oui, en fait, je comptais les liens, mais j'ai malheureusement pas eu le temps. Mais c'est vraiment partie des séries que je veux rattraper, parce que le duo a su beaucoup me charmer dans ce que j'ai eu de leur Captain America. Mhm. Et j'aimerais en lire plus, tout comme j'avais beaucoup aimé leur one-shot sur Clayface. Mhm. Donc voilà. Ok. Personne n'a plus rien à rajouter? Non, c'est bon, mais ouais, pareil, je le lirai de toute façon. J'ai pas eu le temps là, mais. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, encore une fois. On fait comme on peut. Et en parlant de faire comme on peut, il est temps de parler d'un autre numéro. Il lui aussi fait un peu comme il peut, le pauvre. Le numéro 11 de Wildcat. Wildcat, c'est encore un numéro de Rosenberg qui, décidément, fait beaucoup de choses en ce moment. En gros, c'est... J'arrive pas à savoir si je déteste ou si ça va. Il faut savoir qu'en fait, il y a énormément de personnages, beaucoup trop. On est plus que juste sur Wildcats, genre c'est pratiquement tout l'univers, en fait, Wildstorm plutôt, qu'on retrouve. Tu retrouves Grifter, tu trouves Kathleen Fairchild, t'as Zealot, enfin il y a tout le monde, quoi. C'est très très lourd, en fait, en termes de nombre de personnages, et Matthew Rosenberg n'a pas du tout les épaules pour faire autant de personnages. Genre, en fait, il y a une scène où, en fait, t'as 7 personnages autour d'une piscine qui discutent.
ça dure 6 pages et c'est un lâchage d'informations, mais alors de dingue, tu vois, c'est l'exposition, mais à son max, et rien n'est organique, ça marche pas du tout. C'est un peu mieux sur la fin, parce que on commence à arriver à l'action. C'est la première fois depuis le début de la série qu'en fait il y a tout le monde, justement. Donc Matthew Rosenberg n'arrive pas à les gérer quand il parle, mais quand il s'agit de faire de l'action, il arrive à faire des équipes de 3 qui fonctionnent. Mais avant ça, faut se taper 11 pages d'exposition, vraiment pas ouf, quoi. Ce qui fait un ratio bof. T'as aussi un passage un petit peu rapide de Batman, Arsenal et Black Canary, qui justement enquête un petit peu sur ce que font les Wildcats actuellement, parce qu'en gros personne ne les aime. Et c'était censé détendre un petit peu l'atmosphère, en mode Batman n'arrive pas à réparer le moyen de communication, et c'est Arsenal qui arrive en disant ouais, des fois j'ai de la chance avec les ordinateurs, je vais essayer, pof, puis là il y arrive. Voilà, c'est l'humour est bif-bof, voilà. Mais sur Wildcats, disons que franchement j'ai vu mieux, c'est pas forcément la légende que mériterait d'avoir le titre. Mais beaucoup de mise en place pour l'action, et peut-être que le prochain numéro sera beaucoup plus action. En tout cas, c'est vraiment ce qui est teasé, et sur l'action, ça a l'air de mieux s'en sortir. Bref, c'est pas ouf. Wildcats, donc on espère qu'on va peut-être passer à un titre qui sera peut-être un peu plus ouf, puisqu'on va parler ce coup-ci d'un manga encore. Oh là là, mais je croyais qu'on parlait de comics ici. Bah non, à chaque numéro on parle de manga, on va parler de Joker, One Operation Joker numéro 7. Et la scène est à toi, Sofiane. Alors, c'est spécial, hein. Faut bien comprendre que là, ça va jouer sur ma corde. J'aime le côté what the fuck. Et là, je suis servi pour le coup. On avait parlé la dernière fois de Superman versus Meshick, et donc ce délire de Superman qui tombe amoureux de la cuisine asiatique. Là, c'est autre chose. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce manga Joker, en fait, c'est simple, c'est que dans le premier numéro, on a le Joker, encore une fois, confronté à Batman, sauf que Batman va tomber dans une cuve de produits chimiques qui va avoir pour effet de le transformer en bébé. Et Joker, vu qu'il a besoin de son Batman, mais que faire? Décide de s'occuper de ce bébé pour être sûr que ça devienne bien, qu'il redevienne vraiment Batman, pour un jour retrouver son adversaire. Et ça n'a aucun sens, ce manga. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que d'un numéro à l'autre, ça va être qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger, comment. Là, le numéro, en gros, c'est il apprend. Alors, en même temps, il découvre que Bruce Wayne a disparu. Et bon, il fait pas du tout le lien, mais surtout en même temps, il apprend que justement la Fondation Wayne compte l'année suivante ouvrir des garderies pour que chaque enfant de Gotham ait une place en garderie. Et du coup, il est super heureux, donc il se met à danser. Alors, il danse. T'as même une référence au film Joker avec les escaliers, justement, tout ça. Sauf qu'il se rend compte au bout d'un moment, au fait, j'ai laissé le gamin. Ça fait 2 heures que je danse là à travers la ville, mais j'ai oublié que le gamin était à la maison. Donc il rentre le récupérer, il le met avec un petit harnais machin sur lui, et il se remet à danser à travers la ville. Vraiment, enfin, il y a pas grand chose à raconter en vrai, hein, ça n'a pas beaucoup de sens, cette histoire. Il y avait un numéro où tu le suivais, qui avait un rendez-vous justement pour lui trouver une place en garderie. C'est complètement barré. Je sais pas où ça va, je sais pas ce que c'est censé vouloir raconter, mais c'est ultra drôle. Vraiment, c'est n'importe, ça n'a aucun sens. Je pense pas que ça ait pour vocation de raconter quelque chose, quoi. C'est le genre de manga éducatif qui est là pour te donner des conseils, et là c'est sur comment élever un enfant, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'ici, tu vois, il y a un peu le côté quand même, c'est quoi élever un enfant au Japon, parce que t'apprends quand même des trucs, mine de rien. Oui, mais c'est nous on a ce côté un petit peu exotisme, comment tu fais pour élever un enfant au Japon, et parce qu'à la base c'est quand même fait pour les Japonais. Mais ils vont donner ça aux jeunes mamans pour leur apprendre. Voilà, c'est ça. Mais comme voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de mangas de ce genre. D'habitude on les voit pas, mais là comme on utilise des personnages à licence, du coup. Mais c'est bon, ce qui paraît fou, c'est qu'il y ait eu l'autorisation en fait. Je sais pas. Les mecs sont arrivés, m'ont expliqué le pitch.
et on leur a dit oui. Mais je pense en fait. Écoute, ils ont vu le pitch de Superman Meshi, ils ont dit oui. Mais c'est ça, mais pareil, là. Mais complètement. Mais de toute façon, c'est les deux côtés d'une. Spider-Man Fake Red. Pardon, oui. Vas-y. Non, mais je disais juste que c'était les deux côtés d'une même pièce. Donc toi, ce que tu disais était plus intéressant. Non, mais autant Spider-Man Fake Red, par exemple, qui était sur un gamin qui trouvait le costume de Spider-Man et qui se retrouvait à lui aussi sauver des gens, tout ça, je comprends. Il y a eu des mangas Batman précédemment, il y a eu le Deadpool, il y a eu des trucs. Mais là, qu'ils aient accepté sur ces pitchs-là, aussi barrés, je trouve ça assez impressionnant pour le coup. C'est vraiment qu'ils la veulent, cette manga monnaie, quoi. Oui, très clairement. Mais je pense aussi, c'est vraiment... moi, je trouve que le truc est vraiment pas con parce que c'est le meilleur moyen en fait de s'implanter dans une culture, c'est tu fais des trucs éducatifs. Au final, c'est le meilleur truc. Ouais, c'est vrai. C'est la preuve que t'es vraiment ancré dans la culture d'un pays, quoi. Ah mais là c'est n'importe. Se dire on va prendre le Joker, on va lui faire les Anglais. Et du coup il a tout arrêté, hein. Il a arrêté le crime et tout. Ah oui, clairement. Genre l'autre fois il y a Harley Quinn qui est venu le voir, il s'est débrouillé pour la virer de chez lui parce qu'il voulait faire attention pour le gamin. Là le chapitre commence, c'est lui qui installe des coins en mousse sur tous les meubles pour pas que le bébé se blesse. C'est ça. Mais ouais non c'est pour moi, ça me c'est tout à fait normal dans le monde de l'édition japonais. Oui, dans le monde de l'édition japonaise, c'est tout à fait normal. Mais du coup, je suis surpris que le côté américain, du coup, que la maison mère ait accepté. Oui, et moi, je suis encore plus surpris que ce soit traduit. En plus. Alors certes, c'est traduit avec du retard, mais c'est quand même traduit. Et genre, ils ont plus traduit ça que Batman Justice Buster. Oui, exact. Qui, pour l'instant, n'est qu'à son 3e numéro au pays de l'oncle Sam. On en a plus. C'est d'abord traduit en français, puis en américain, si j'ai bien compris. Ouais, c'est fou. Alors que c'est une histoire plus classique, pour le coup. Ah, clairement. Après, les ventes de mangas aux États-Unis ont pas le même succès qu'en France. Il y a du succès, mais c'est pas la même déferlante qu'en France. Non, mais ça, c'est plus 50% maintenant, quand même. En France, un éditeur, quand il chope les droits d'un manga, il demande même plus combien il va y avoir de tomes, en fait. Il s'en fout. Il lit le début, si ça lui plaît, il achète, et voilà, il demande même pas, en fait. Alors qu'au Japon, alors que dans tous les autres pays, il y a encore cette espèce de... Mais ça a quand même bien explosé aux États-Unis. Hein. Trop long, quoi. Oui, mais c'est une explosion qui est plus récente. Parce que ils ont... par exemple, on va prendre un exemple commun tout bête, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, nous, c'est Club Dorothée, tu vois, c'était fin 80, tu vois. On l'a eu pratiquement en même temps que les Japonais, tu vois. On est un énorme marché, on a été mais tout à fait. On a été le 2e marché du manga dans le monde. On l'est toujours. On l'est toujours, voilà. Mais, mine de rien, il y a eu des croissances à 3 chiffres aux États-Unis. Et là, j'ai les chiffres sous les yeux. Ah non, mais clairement. Au 11 février 2023, le manga, ça représente 53% de toutes les ventes de comics graphic novels aux États-Unis. Ouais, mais il y a le manga et aussi tout ce qui est pour la jeunesse aussi, qui fait d'excellents chiffres aussi. Le super-héros dont on parle, c'est vraiment une niche aussi aux États-Unis. Ah oui, le super-héros, je vais te dire ça, c'est 4%. Après, la grosse difficulté des comics, une fois de plus aux États-Unis, surtout pour les ventes en single, c'est que ça ne peut être vendu que dans un lieu très spécifique, en fait. C'est ça. Dans les comic shops. C'est le problème-là. C'est le problème du marché direct qui a certes sauvé le comics dans les années 70, mais qui aujourd'hui le plombe. Ouais, complètement. Mais bon, ça c'est un... Après, tout ce qui est hardcover, etc., ça se trouve aussi au supermarché, mais c'est sûr que les ventes en single ne reflètent jamais vraiment la... Non. C'est un peu dur de se baser sur les ventes de comics, de voir que ça fait 2% et de dire non, ça va pas. C'est comme tout, faut regarder si derrière... on voit bien, notamment que les dernières paroles de Jim Lee sur le propos semblaient dire que DC était plutôt en bonne santé. Oui. Mais je pense Après, c'est son intérêt de dire ça. Hein. Non, mais je pense sincèrement que DC est en bonne santé. Oui. Et tout cela, justement, de par les tentatives qu'ils font, justement, de sortir du marché direct.
C'est un move en fait qui a été beaucoup critiqué au moment où ça a été lancé, donc pendant le Covid. C'est où en fait ils sont mis d'accord avec Penguin, qui est quand même juste un des plus gros éditeurs en langue anglo-saxonne. Ils ont des trucs et ils ont mis en place des choses en partant de chez Diamond et en mettant ça, où en fait vraiment leur but c'était de sortir le plus possible de ce marché direct sans fermer la porte, sans mettre tout le monde dans la merde. C'est aussi pour ça que le jour a changé et que ça sort plus le mercredi mais le mardi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Aux États-Unis, parce que après pour l'Europe, ça reste encore Diamond, puisqu'il y a que Diamond qui fait à l'international ou presque. Donc voilà, mais il faut pas oublier que dans les ventes de DC Comics, toute la partie single reste, on va dire, assez mineure dans mes souvenirs. C'est ça, c'est beaucoup plus. Plutôt anecdotique. Il y a tous les bouquins, il y a tous les graphic novels jeunesse. Beaucoup, ils marchent très très bien. Et ça extrêmement bien, parce qu'après, la même chose, ça peut être mis en vente à Walmart ou à Target. Alors attention, hein, les graphic novels, c'est dans les 4% que j'ai donné. Hein. Oui, mais dans les ventes totales de DC Comics, cet aspect graphic novel reste très présent en fait, limite plus que les comics classiques. Mais c'est ça les 4%. C'est ça que je te dis. Oui, mais une fois de plus, si derrière l'entreprise et les bénéficiaires, il n'y a pas besoin de se dire on n'est que 4%, quoi. Enfin... oui, le truc c'est qu'elles sont bénéficiaires, oui, mais alors pas tellement. Enfin, par rapport à ce que représente la Warner, c'est comme Marvel pour Disney. Par rapport à ce que représentent les maisons mères, c'est vraiment c'est mal aimé, quoi. C'est le petit canard. Ouais, mais après, j'ai envie de dire que tant que DC n'est pas d'en sortir une vague avec 5 titres Batman, j'estime que DC Comics va bien en fait. C'est pas faux. C'est ça. Faut pas oublier que c'était Jim Lee qui l'avait dit à un moment au début d'Infinite, quand il y avait beaucoup trop de séries Batman, que lorsque financièrement ils étaient dans un état de santé où ils avaient besoin, pour pouvoir sortir une série ou une mini-série sur un personnage assez peu connu, où il y avait assez peu de chances que ça se vende, de sortir un truc Batman. Quitte à ce que ça soit nul à chier. C'est ça. Et là, quand je vois plein de choses mauvaises. Quand je vois certains titres qu'encore il y a encore 2 ans, j'aurais même pas espéré pouvoir voir un titre comme. Alors certes, c'est peut-être pas terrible comme Tale of the Titan, tu vois, un titre qui revient sur des histoires solo des Titans, c'était impensable. Voilà, faut pas oublier que Titan, en plus de cette mini-série, ils ont actuellement une ongoing par Tom Taylor et ils sont vachement mis en avant. Faut pas oublier que depuis Dark Crisis, on n'a plus de Justice League. On n'a vraiment eu aucune série de Justice League on n'a pas eu la grosse série d'équipe Lister. Et dans les Titans, à part Nightwing, c'est le seul personnage qui est vraiment un Lister dedans. Le reste, c'est des C-Lister. Enfin, sauf Wally à la rigueur. Mais c'est tout. Donc déjà ça reste une grosse prise de risque financière. Et on a aussi la mini-série de Mark Waid. Oui. Les Titans. Donc c'est pour ça que je me dis que DC est pas en si mauvaise santé financière que ça. C'est ça. Pour moi. Après, une fois de plus, et on est bien d'accord sur le fait que ça reste quelque chose de très mineur à l'échelle des. Mais toujours. Des trucs comme Discovery, etc. Mais ça reste quand même important. Voilà quoi. Quand tu vois un titre sur Fire and Ice, t'es là et tu fais waouh. Ok. Ah, j'ai pas aimé. Oui, mais je veux dire, ils vont bien. Mais non, mais ils l'ont fait, c'est vrai, non, c'est bien. Tu vois, en fait, c'est que DC va bien. Ils vont lancer un titre Jay Garrick, quoi. Oui, c'est cool ça. C'est pas juste une mini-série sur Alan Scott, le personnage qui n'a pas eu de titre solo depuis les années 40. Alors qu'il est présent dans quasiment toutes les itérations de la JSM, il n'a jamais eu de série solo depuis la fin de son premier et unique titre solo. Et qui, à la fin de son premier titre solo, s'est quand même fait piquer son titre par son chien. Ça, c'est moche. Mais c'est pas bien de dire que Hal Jordan, c'est un chien. Non. Bah, c'est vraiment en fait celui qui a pris la place en fait de héros à la suite en fait. En fait, le titre a continué. Il y avait juste plus Alan Scott dedans et c'était des histoires de Rex the Wonder Dog, il me semble. Bon, un titre qui nous a donné Detective Chimp par la suite quand même. Donc ça, c'est bien. Mais voilà. Quand même. Oui, non, mais c'est l'époque où un numéro de comics avait plein de petites histoires dedans et pas uniquement un seul personnage. Tout à fait. Mais enfin voilà, c'est pour dire que Alan Scott, il revient de loin aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et ou encore aussi une mini-série Sandman. Oui,
sur Wesley Dodds. Pas Sandman de Neil Gaiman, mais le premier Sandman, celui de Wesley Dodds. Ouais. Qui est. Voilà, c'est juste ça, ça reste intéressant, quoi. Zombie Dodds. C'est ça. Bah, a priori, il sera vivant, donc ça doit sans doute être un flashback. Ouais, peut-être. Donc voilà, en tout cas, non, je pense que DC se porte bien dans ce petit débat de fin d'épisode. Et surtout, chez DC, les tarifs n'ont pas augmenté. Oui. Les tarifs des singles n'ont pas augmenté, on reste vraiment sur un tarif stable. Alors que chez Marvel, on part toujours dans des trucs hyper chers, en fait. Enfin, je vois les singles Marvel, les gens disent les ventes sont moyennes parce que le prix, quoi. Enfin, clairement. Tu peux pas vendre des events à $8 l'issue, quoi. Ah non, mais je suis d'accord, le prix chez Marvel, c'est... Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je lis moins de Marvel en ce moment, malheureusement. Le prix, tout simplement. Mais bon. En tout cas, voilà, on a fait un petit débat de fin d'épisode un peu improvisé, mais voilà. Merci encore d'avoir fait cet épisode avec moi, j'espère que ça vous a plu. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, comme toujours. Il faudra qu'on travaille notre réactivité quand même, les gars. Faut couper les silences. Ouais, bah, j'essaye de faire ça, mais c'est long. Bref, sur ce, eh bien, on vous souhaite à vous, auditeurs, tout simplement une bonne semaine et de bonnes lectures. Et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Alors, Nico, je suis désolé, mais je crois que c'est toi qui fais un bruit de téléphone depuis tout à l'heure. Non. Désolé. Non, mais pas de soucis, je vois ton truc qui s'allume à chaque fois que j'entends ce bruit, donc je pense que c'est toi. Bref. Par déduction. Hop, je reprends.